Bonjour Guy, Josué, on est en train de faire notre chronique sur le milieu municipal. Puis aujourd'hui, on va aborder en fait les liens entre les entrepreneurs gatinois et la ville de Gatineau. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu là les rapports qu'ils entretiennent ensemble en ce moment? je dirais que ça dépend de quel type d'entrepreneur. Évidemment, il y a certains entrepreneurs qui sont souvent qui peuvent être assez trouvés, par exemple, que c'est lent à avoir des permis de construction, des choses comme Mhm. ça. Et donc là, il y a des reproches des entrepreneurs, de certains entrepreneurs au moins, qu'il y a beaucoup de bureaucratie et que Mhm. c'est compliqué. Il y a un type d'entrepreneur, donc les promoteurs urbains, ceux Mhm. qui sont dans la Oui, construction des logements, comme des Brigitte. édifices à bureaux, etc. Mhm. Eux, ils ont une relation évidemment de longue date avec la ville Mhm. qui est très importante parce que ce sont eux qui Oui. construisent la ville et qui doivent Mhm. obtenir effectivement, qui doivent se conformer à des règles de zonage, qui doivent Mhm. euh, Oui. et qui, au moins, je dirais dans les dernières années et en particulier dans les derniers mois, Oui. on a entendu beaucoup parler, ils ont été très présents dans les médias, Mhm. souvent pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme étant finalement, effectivement, des règles qui sont trop complexes, qui sont trop Mhm. contraignantes pour eux. Oui. Et donc, effectivement, c'est un aspect, je dirais, qui a été très public, là. Mhm. Puis pour ce type d'entrepreneur-là, est-ce que maintenant, avec la nouvelle administration, si on veut, avec la venue d'un nouveau conseil, avec la mairesse et tout ça, est-ce que les relations ont comme un peu changé depuis qu'elle est en poste? Euh, ben, euh, je dirais que si on prend l'administration avant, Pedno Jobin, Mhm. on sait qu'il y avait eu des dossiers où ça avait été tendu en partie, là. On peut penser Oui. notamment au projet Place des Peuples, là, ou Mhm. le très grand projet de Tours là, par le Oui. promoteur Brigil, où il y avait eu effectivement euh, parfois par médias interposés, là, Mhm. des relations qui n'étaient pas nécessairement toujours bonnes entre, disons, le maire en particulier Ouais. et l'entrepreneur. Euh, il y avait peut-être, je dirais que une partie lors des dernières élections, les, euh, certains des candidats voulaient effectivement aller au-delà de ça, avoir des meilleures Mhm. relations. Mais Ouais. il reste qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a eu plusieurs cas où c'est compliqué, pas nécessairement par des relations compliquées entre les élus et les promoteurs, mais plutôt Mhm. avec la bureaucratie, Oui. les fonctionnaires qui doivent Mhm. appliquer les règles, etc. Ouais, les Euh, normes et tout ça. Dire que il y a notamment plusieurs cas là, qui ont été très visibles, là, où, notamment pour la question du patrimoine, là, Mhm. la maison Oui. allumette Oui. qui, que l'entrepreneur voulait démolir pour construire un édifice à plusieurs étages. Mhm. Et là, il y a eu plusieurs allers-retours, là, effectivement, et dans les médias Mhm. pour essayer d'une part de protéger cette maison-là, alors que l'entrepreneur insistait et avait fait faire des études notamment là, qui montraient que le bâtiment n'était pas était trop magané pour être sauvé. Mhm. Et donc là, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Il y a eu d'autres questions un peu semblables là, sur des enjeux un peu, que ce soit du patrimoine, que ce soit le nombre d'étages. Il y a eu un projet aussi au centre-ville là, Oui. où on a refusé une dérogation qui permettrait de construire au-delà du nombre d'étages qui était permis. Donc, Mhm. des cas effectivement où il y a une tension, où il y a des tensions entre les promoteurs qui veulent construire et qui ont le beau jeu parce qu'on est dans une crise du logement, alors on a besoin de plus de Oui. logements Mhm. et disons, des règles de la planification qui imposent un certain nombre de Mhm. limites, là, Ouais. que ce soit comme dans le cas du centre-ville, un maximum d'étages pour préserver effectivement un peu l'apparence des quartiers, les milieux de vie, le patrimoine, etc.
Mhm. Puis si on parle de d'autres types d'entrepreneurs, peut-être des entrepreneurs qui sont peut-être qui ont c'est moins facile pour eux d'avoir de la visibilité parce qu'ils sont plus petits. Est-ce qu'il a été mis en place des outils pour qu'ils puissent, si on veut, poser des questions au conseil de ville, des choses comme ça? Il y a, pour aider les entrepreneurs, il y a un organisme qui s'appelle ID Gatineau, Mm. qui est essentiellement euh, pour aider, pour développer des nouvelles entreprises ou pour Mhm. faciliter la croissance de certaines entreprises. Donc, aider à trouver des nouvelles opportunités, des nouveaux marchés, des choses comme ça. Donc, là, il y a un rôle de soutien que la ville qui est très important, je dirais. Il y a Mhm. plusieurs conseillers et c'est un rôle qui prend plus en plus de place, pas juste Ouais. à Gatineau, mais dans les villes de façon générale. Mhm. Euh, il y a aussi des espaces, en fait, des espaces où comme par exemple le comité consultatif en urbanisme, le CCU, qui est un organisme qui est obligatoire. Les villes doivent avoir ça en fonction de la législation provinciale. Ouais. Le CCU, effectivement, étudie les demandes pour de nouveaux projets de construction, par exemple, ou Mhm. de changement de zonage, ou tout ce qui a trait à l'urbanisme et à la Mhm. planification. Et il y avait une demande il y a quelques mois, là, notamment de la Chambre de commerce, pour obtenir un siège sur le CCU. Mhm. L'enjeu, évidemment, c'est que ce sont des organismes. Le CCU, c'est un mécanisme qui vise à évaluer les demandes qui viennent des promoteurs. Donc, il y a un peu un problème de conflit d'intérêt si les promoteurs siègent Mhm. aussi sur ces organes-là. Ouais. Donc, pour l'instant, là, la, les élus n'ont pas accordé ce siège-là. Donc, Mhm. c'est probablement une bonne idée pour faire en sorte qu'on n'ait pas effectivement que les gens soient à la fois juge et partie, là. Mhm. Puis justement, si on parle de conflit d'intérêts, parce qu'il faut avoir aussi, mettre en place comme des outils d'aide aux entrepreneurs, mais de façon neutre, justement pour éviter que la ville peuvent être accusée d'ingérence ou de favoritisme ou des choses comme ça. Euh, donc, comme par rapport à ça, comment ça se passe en ce moment entre les entrepreneurs et la ville de Gatineau? Les entrepreneurs sont représentés par plusieurs instances. Il y Mhm. a la Chambre de commerce qui est un Mhm. peu celui qui représente un peu les entreprises, disons, qui veulent bien s'associer. Et donc, Oui. la Chambre de commerce est assez vocale. Elle, Mhm. comme je l'ai mentionné tantôt, Mhm. fait des demandes et veut être mieux représentée là, sur certaines Mhm. instances de la ville de Gatineau. Il y a aussi des regroupements d'entrepreneurs qui sont plus dans des quartiers. À Elmer, par exemple, il y a la PICA, Vision Centre-Ville pour OK. le vieux hall, disons. Mhm. Et donc, il y a c'est pas nécessairement toujours le même discours qui est mis de l'avant. Mhm. Dans certains cas, les intérêts peuvent être différents. Les intérêts de Vision Centre-Ville sont peut-être assez différents de ceux, par exemple, de Mhm. l'ensemble des chambres de commerce. Et Ouais. on peut voir qu'il n'y a pas nécessairement toujours le même point de vue, là. Mhm. Mais je pense que C'était c'est pour notamment. ça aussi que la mairesse, ben, ça a été là aussi avant, là, qu'il a été mis en place comme des déjeuners, si on veut, où est-ce que des entrepreneurs, mais d'autres personnes aussi peuvent aller poser des questions, peuvent se faire voir, puis dans différents secteurs de la ville de Gatineau. Oui, tout à fait. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui existait auparavant. Mhm. Euh, et j'ai l'impression qu'on a mis plus l'accent sur effectivement les entrepreneurs Mhm. depuis depuis la nouvelle administration, disons. Ouais. Auparavant, les déjeuners, ça avait cette fonction-là, mais plus largement, je dirais, plus axé vers les citoyens. Mhm. OK. Fait que c'est un Euh, changement euh, qu'on voit, c'est que c'est ben, plus... je pense que c'est pas quelque chose qui a été dit Non. officiellement. Je pense que les entrepreneurs l'ont vu Mhm. comme un lieu, effectivement, qui pouvait avoir un accès un peu plus direct à la Mhm. mairesse.
Ouais. Et donc, effectivement, je pense ils risquent d'être bien présents et bien représentés Ouais. cette activité-là Mhm. qui au moins dans le passé, était une activité c'était un peu un fundraiser, c'est-à-dire c'était une Mhm. façon de récolter des fonds pour les banques alimentaires, etc. Oui. Mhm. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut comme ajouter comme en ce moment à l'heure actuelle, les points importants qu'on devrait savoir là, en tant que citoyen sur leur relation? Ben, je pense que on est vraiment dans un moment où la crise du logement est vraiment très présente et elle change les dynamiques de façon importante. Elle change un Mhm. peu les rapports de force. Oui. Dans ce contexte-là, évidemment, les entrepreneurs, en particulier ceux qui sont dans le résidentiel, les promoteurs urbains, Mhm. ils ont un peu le beau jeu là, de Mhm. dire, ben, on veut construire, donc c'est important qu'on nous laisse, qu'on nous donne les moyens d'aller de l'avant, qu'il n'y ait pas trop de bâtons dans les roues, qu'on puisse. Et donc, je pense que on est dans dans un contexte où ça devient un peu l'impératif, là, effectivement, de construire. Et c'est vrai à bien des égards qu'on a Mhm. besoin de loger les gens, mais que effectivement, c'est pas sans effet là, sur les rapports entre la ville et Mhm. les entreprises privées. Ouais. Ben, merci beaucoup, Guy. C'était super intéressant. Puis, ben, c'est sûr qu'on va garder un œil là, justement sur ces rapports-là, quand même assez importants qu'il y a entre la ville de Gatineau et ses entrepreneurs. Merci à toi. Bonjour, mesdames. Bonjour. Donc, je vous ai invité parce que vous allez participer au Trek Rose Trip au Sénégal de cette année. En fait, vous êtes sur votre départ. Ça va avoir lieu là, du 30 mars au 7 avril 2023. Mes premières questions pour vous, ben, Marie-Ève, Cynthia, puis Diane, est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment que ça a commencé, là, cette aventure-là, comment vous avez décidé de participer à ce Trek Rose Trip? Oui, ouais, vas-y. Ben, en fait, avant la pandémie, moi et Cynthia, on était inscrites à la même genre d'aventure, mais en Argentine. Puis, ça a été annulé à cause que le COVID y a frappé. OK. Donc, quand les inscriptions ils ont réouvert, dans le fond, Mhm. on a vu le trek au Sénégal, qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que Argentine se faisait en voiture, Sénégal se faisait à pied. OK. Moi, je suis une mordue de à pied. Mhm. Puis, Pas moi. puis c'est ça. Mais ça se faisait à trois. Fait que on a embarqué avec Diane dans l'aventure parce que moi et Diane, on a souvent voyagé ensemble là, Mhm. des voyages randonnés. Donc, c'était un bon fit. Lui aussi, on en Oui, parlait là, de faire la Rose des Sables là, ensemble. Là, oui. ça fait comme 10 ans de tout ça, là, Mhm. mais on en rêvait. OK. C'est pas votre première participation à un événement comme celui-là, une compétition comme celle-là? Oui, c'est Oui, toute notre première ouais, OK, c'est participation. votre première fois, c'est juste que à cause de la pandémie, ça avait été mis un peu en suspens pour un autre Ils ont événement. annulé complètement l'événement, en Ah, fait. OK, je comprends. OK. Fait que là, vraiment, vous réalisez un de vos rêves en ce moment. ouais. C'est quoi les préparatifs pour participer à une compétition comme celle-là? Je vais vous laisser répondre. Moi, je Ouais, fais pas ben, mal. OK. Ben, il y a trois aspects, dans le fond. Il y a l'aspect Mhm. financier, donc ramasser l'argent nécessaire pour l'inscription, ramasser aussi l'argent pour faire un don en notre nom. Mhm. Nous, pour le Sénégal, il y a aussi l'association avec Capeco Solidaire. Donc, c'était pour ramasser de l'argent pour amener du matériel scolaire pour une école pour les enfants là-bas. Fait que c'est ça, il y a l'aspect financier. Ensuite, il y a l'aspect physique, qui est le Mhm. gros morceau, je pense. Donc, on s'en va marcher une vingtaine de kilomètres pendant 4 jours. Donc, Ouais.
Ben, on essaye de marcher plus qu'on peut. C'est difficile, là, je dois l'avouer, là, parce qu'on est 3 mamans de jeunes enfants. Fait que trouver le temps d'aller marcher ensemble des longues distances, c'était pas facile. Mhm. On essayait d'y aller chacune de notre côté quand on le pouvait. On s'est réunis dans les dernières semaines aussi pour aller marcher quelques fois des 15 kilomètres. Fait que ça, c'est la préparation physique. Fait que c'est ça, c'est marcher le plus qu'on peut. Mhm. Puis finalement, ben, je pense qu'il y a la préparation mentale là, qui est plus de lâcher prise. Oui, de lâcher prise, résilience, puis de se dire qu'on est capable, hein? Puis on va pouvoir, on va y arriver. Puis pour pour la compétition en elle-même, c'est quoi vos objectifs? Mais c'est de gagner. Pas se perdre dans le désert. Mais juste, je pense, se dépasser, là. Juste, Mais juste, je pense qu'à tous les soirs qu'on va franchir la ligne d'arrivée, ça va être une victoire en soi. Tu sais, ça va être émotionnellement difficile autant que physiquement. Fait que je pense que quand on va voir la petite arche de finale, là, ça va être vraiment un moment de joie. Ouais, Ouais. absolument. Puis, comme là, à quoi est-ce que vous vous attendez un petit peu, là? Comme le Sénégal aussi, est-ce que vous allez avoir le temps de visiter un petit peu aussi le pays ou est-ce que vous avez vraiment focusé sur votre compétition? Qu'est-ce que vous Notre travail prévoyez est pas faire? mal aligné aux minutes près, je Ouais. pense. On va essayer de maximiser tout le temps qu'on va avoir là-bas. On a un bel hôtel au départ, puis pour la soirée de remise des prix, pour la clôture de l'événement. Mhm. Donc, c'est sûr qu'on va profiter du bord de mer là-bas. On a prévu une petite journée pour visiter Dakar aussi avant notre retour. Donc, je pense qu'on va être très occupés, puis on va vraiment le maximiser au plus possible. Parfait. Ben, en tout cas, je vous souhaite vraiment là, toutes les chances possibles pour, en tout cas, avoir une belle compétition. Puis aussi arriver peut-être, je sais pas moi, je sais pas c'est quoi vos objectifs au niveau comme du top 10 ou des choses comme ça, là, mais Ça serait bien. Ben, ouais. c'est sûr qu'on va donner notre maximum pour être le plus haut possible dans le classement, mais on ne le fait pas avec une intention nécessairement de victoire. On le fait Mhm. vraiment pour se dépasser, sortir de notre zone de confort, d'aller Ouais. vraiment vers de nouveaux horizons. Fait que, comme je dis, on va être gagnant peu importe où on va être dans le classement, mais c'est sûr que ça serait une petite cerise sur le Sunday si on peut être dans le top 10 définitivement. Ben, parfait. Donc, bonne chance à vous trois. Puis, on va aussi vous suivre là, à savoir comment ça va se passer là, toute la compétition. Génial. Mais merci. Bonjour, Madame Bisson. Bonjour. Je vous ai invité aujourd'hui car, en fait, le projet Maison Oxygène, qui fait partie, si on veut, de l'organisme Donne-toi une chance, ses services déménagent à Buckingham. Donc, vous êtes la coordonnatrice de ce projet-là, qui est Maison Oxygène. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, parler un petit peu de Maison Oxygène, puis pourquoi vous avez choisi de déménager à Buckingham? Oui, parfait. Donc, Maison Oxygène Outaouais offre de l'hébergement pour les pères en difficulté et leurs enfants. C'est vraiment une ressource qui a pour mission de préserver et de consolider le lien père-enfant. Souvent, les pères qui vivent certaines difficultés, notamment des séparations, un deuil, une perte d'emploi, peuvent avoir des difficultés au niveau du logement. Donc, en leur offrant un hébergement qui est vraiment adapté et spécialisé pour répondre à leurs besoins, Oui. dans lequel ils peuvent apporter aussi leurs enfants. Donc, on accueille aussi les enfants. Ça leur permet de garder un lien avec ceux-ci, puis ça bénéficie vraiment aux pères puis à leurs enfants. OK. On a choisi de déménager à Buckingham pour, dans le fond, pouvoir avoir des locaux qui sont plus adaptés à nos besoins pour répondre justement à la demande parce que l'itinérance familiale est en augmentation avec la crise du logement. C'est en augmentation partout au Québec, hein, mais à Gatineau, c'est certain qu'avec la crise du logement qui frappe très, très fort, ça devient très difficile pour les familles.
Oui. Donc, si on veut, le projet Maison Oxygène, ça existe depuis quand? Puis, vous aidez comme environ par année combien de pères avec des enfants? Oui, ben, dans le fond, c'est l'organisme Donne-toi une chance qui a un volet d'hébergement qui est l'hébergement pour pères et enfants, la Maison Oxygène. Il y a 22 maisons Oxygène à travers le Québec dans 12 régions différentes. Donc, nous, on a ouvert nos portes en Outaouais en 2019, faute de financement, mais c'était difficile d'accueillir beaucoup de familles. Donc, on se limitait à une famille à la fois parce que justement, c'était difficile le financement. Là, on a réussi à aller chercher du financement. On est très chanceux. Ben, très content de pouvoir répondre aux besoins de la population. Puis, je dirais pour le nombre de pères qu'on aide, ça varie vraiment en fonction aussi de leur capacité à se retrouver un logement. Donc, un papa pourrait avoir, exemple, plusieurs enfants, avoir de la difficulté à trouver un logement qui répond aux besoins parce que souvent, les papas qui font appel à nous, ils ont beaucoup d'enfants, 4 enfants, 5 enfants. OK. J'ai eu un papa qui a demandé une place en hébergement, il y en avait 8. Donc, c'est Wow. difficile de se loger. Les propriétaires sont pas toujours très très ouverts à ce qu'il y ait 8 enfants, 5 enfants dans les logements. Donc, il leur faut vraiment un logement, 3 chambres, 4 chambres, puis c'est difficile à trouver présentement. Donc, les pères, en moyenne, ils restent à peu près 3 à 6 mois en maison oxygène, mais ça arrive qu'on peut étirer si le père n'arrive vraiment pas à trouver un logement qui est adéquat pour lui et sa famille. OK. Puis, donc, vous avez dit que c'était en augmentation, si on veut, tu sais, l'itinérance au niveau du logement. Euh, Est-ce que, comme ces dernières années, euh, vous avez vu comme un changement, justement, comme dans une nouvelle clientèle, comme comment que ça se passe? Nous, on fait partie du CRIO, le collectif de lutte à l'itinérance en Outaouais, puis c'est ce que aussi nos partenaires à travers le collectif voient et constatent, c'est que c'est plus nécessairement juste des personnes seules qui sont en situation d'itinérance, c'est aussi beaucoup de familles qui vont perdre leur logement. On a beaucoup de papas qui dorment dans leur auto, qui dorment dans le bois, qui se promènent de sofa en sofa chez des amis, chez des membres de la famille. Puis c'est souvent ils se font dépanner par les membres de la famille ou les amis, mais les amis ne veulent pas nécessairement que les 4 enfants viennent habiter avec eux. Donc, vraiment, ça coupe le lien entre le père et ses enfants. Puis c'est vraiment là que l'importance de la maison oxygène qui permet au père de garder un lien avec eux. Mais oui, le portrait de l'itinérance change. Il y a beaucoup plus de familles qui sont en besoin. Puis aussi, c'est souvent de l'itinérance cachée. Il y a quand même un risque à dévoiler qui sont en situation d'itinérance avec leur enfant, mais ça arrive. Là. Récemment, je parlais avec un collègue, puis il y avait un signalement à la police parce qu'un père dormait dans son auto avec un enfant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être adressé. Puis, Maison Oxygène Outaouais fait vraiment une différence au niveau de l'itinérance familiale. Ouais. Puis, si on continue sur le même sujet, comme d'après votre expérience, puis ce que vous voyez avec la maison Oxygène, qu'est-ce que ça prendrait pour, si on veut, améliorer les choses au niveau du logement, pour trouver du logement pour les pères, mais aussi pour les mères et tout ça? Que, tu sais, après ma barre, l'itinérance, c'est aussi une grande difficulté au niveau du logement. Présentement, les logements, c'est pas du logement nécessairement, ils disent abordable, mais c'est pas vraiment tant que ça abordable, là. Puis le prix du marché, quelqu'un qui a pas nécessairement un très, très gros revenu ou même un revenu moyen a de la difficulté à se loger, à payer aussi ses frais alimentaires et les frais pour les enfants. Donc, nous, on offre aussi du dépannage alimentaire pour venir aider les familles à pouvoir diminuer leurs coûts, là. Parce que des fois, c'est vraiment triste parce qu'ils ont le choix entre payer leur logement,
payer les vêtements des enfants ou l'alimentation. Donc, en ce moment, la détresse est très, très grande, puis ça bondit partout, là. On est aussi un partenaire avec Moisson Outaouais, on distribue des denrées, puis c'est ça, la demande explose partout. Mhm. Puis, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont soit dans cette situation-là, ou qui connaissent quelqu'un qui est dans cette situation-là, comment est-ce qu'ils peuvent, si on veut, pouvoir participer au programme? Oui, dans le fond, toutes les demandes de services des hommes qui ont des besoins, c'est tout dépendamment de leurs besoins. Là, on offre des services à Donne-toi une chance pour les hommes, mais aussi pour les pères. Donc, il y a un seul numéro pour faire une demande d'aide, c'est le 819-205-1451 OK. de l'organisme Donne-toi une chance. Puis, à partir de ce moment-là, il y a un intervenant qui répond, puis qui va vraiment regarder c'est quoi la situation de l'homme ou du père, c'est quoi ses besoins, puis dans quelle trajectoire de service on peut l'aider. Parce qu'à Donne-toi une chance, on a un programme d'intervention au niveau des comportements en violence, on a un programme pour hommes en difficulté, un groupe de soutien pour hommes survivants d'abus sexuels dans l'enfance. On a un programme aussi pour renforcer les habiletés parentales, la coparentalité positive. Donc, et on a aussi séparé aussi pour l'autre clientèle qui est les pères en difficulté et leurs enfants. Donc, n'importe quel homme qui a des difficultés variées peut appeler à l'organisme, puis là, on regarde c'est quoi ses besoins, puis on va l'aider en fonction de ça. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Misson, pour ces informations-là. Puis, on souhaite à ce que la situation s'améliore pour des gens qui ont de la difficulté à trouver un logement et tout. Donc, merci. Merci beaucoup. Puis, je souhaite toujours dire en terminant que des fois, la demande d'aide des hommes est difficile à faire. C'est difficile de demander de l'aide parce que, avec la socialisation et tout ça, un homme, on a l'impression qu'il doit être fort, qu'il doit s'occuper tout seul de ses choses, mais vraiment, c'est très fort de demander de l'aide. C'est très courageux. Donc, on dit souvent qu'un père qui demande de l'aide, c'est fort et il ne faut pas hésiter à prendre le téléphone et à aller chercher de l'aide parce que ça fait vraiment du bien. Parfait. Merci. Merci beaucoup à vous.